mokili live. La balkanisation qui dénonce tous les Congolais épris de leur patrie, concernant la demande faite au gouvernement de la République d'organiser une cérémonie de récupération, comme ils le disent, parce que le M23 serait sous le coup de la malédiction. Vous en pensez quoi, monsieur le ministre? Le chef coutumier. Oui, la symbolique dans notre tradition africaine est quelque chose de très important. On ne peut pas, bien sûr, négliger cela, mais chaque chose doit se faire en son temps. Pour l'instant, nous voulons simplement arriver à faire disparaître cette malédiction pour le pays que sont les groupes armés, y compris le M23. Après viendra le moment où nous allons commémorer toutes les souffrances qu'ont infligées au tissu sociologique du Kivu ces différents groupes armés, notamment le M23, et peut-être de procéder justement à de tels cérémoniaux comme les catholiques le font. Quand une chapelle a été profanée, il y a toujours un cérémonial. Il n'est pas exclu qu'avec la chefferie traditionnelle, les Congolais ressentent le besoin de se réapproprier symboliquement leur terre qui a été spoliée. Vous y adhérez donc à cette démarche? Ce n'est pas à exclure, ce n'est pas quelque chose de mal. Vous allez mettre les moyens conséquents. Ce n'est dirigé contre personne, c'est des choses que les autorités locales peuvent prendre en compte et encadrer correctement. Vous allez mettre les moyens conséquents. Mais vous savez, je dis, les autorités locales peuvent encadrer cela. Nous sommes dans un système de décentralisation. Le gouverneur d'une province peut très bien prendre en charge politiquement et logistiquement une telle activité. Donc il reste à peu près combien, un peu plus de 2 semaines pour que la brigade d'intervention rapide de l'ONU se déploie dans le Kivu. Monsieur le ministre, il y a l'Afrique du Sud qui annonce par la bouche du gouvernement de Pretoria l'arrivée effective des troupes sud-africaines. Quelle est la réaction du gouvernement de la République? C'est d'abord la mise en exécution d'un engagement que le gouvernement sud-africain a pris dans le cadre de la SADC et des Nations Unies, aussi bien de l'Union africaine. Nous sommes heureux de constater qu'il y a le sens de la parole donnée chez tous nos partenaires, et nous pensons que c'est ainsi que la communauté internationale doit se déployer pour mettre en application toutes les résolutions qui concernent la pacification, qui concernent le droit de tous les peuples à jouir d'une sécurité sur leur territoire. Nous pensons que c'est une très bonne chose et nous nous en félicitons. Est-ce que les autres, comme le Malawi, la Tanzanie, vont pouvoir emboîter très rapidement le pas à l'Afrique du Sud? Je peux vous assurer et assurer tous vos téléspectateurs que tout est en train de se mettre en place et qu'à la date prévue, la brigade d'intervention internationale sera sur place aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire le travail. Monsieur le ministre, le déploiement de cette force d'intervention rapide va s'effectuer parallèlement au pourparlers de Kampala avec les M23? Mais il n'y a aucun lien pratique entre les rencontres qu'un gouvernement peut organiser avec tel ou tel groupe de ses citoyens et la mise en œuvre d'un engagement international. Le M23 n'est pas parti à la résolution qui a décidé du déploiement de la brigade internationale. Le M23 n'est pas un pays, le M23 n'a pas signé la résolution 2098 ni la résolution de l'Union africaine du 24 février 2013 qui a été un peu l'ancêtre de la résolution 2098. Ça se passe entre États. Le M23 n'est pas un État, c'est même un élément criminel qui a été condamné par les États. Alors s'il vous plaît, il faut arrêter de chercher un lien à tout prix entre les États et le M23. Oui, mais dans la pratique, monsieur le ministre, ils arrivent, les troupes de l'ONU, de cette brigade, arrivent à Goma et dans les environs. Et pendant ces temps, M23 à Kampala, alors, c'est à comprendre, monsieur le ministre. Je pense que c'est au M23 qu'il faut poser cette question, cher ami, pas au gouvernement.
L'idéal, je l'ai dit, serait que la force internationale arrivant au Nord Kivu constate que le M23 a cessé d'exister et dans l'autre hypothèse, reçoivent la reddition du M23. Ça, c'est quelque chose qui serait dans l'ordre, disons, souhaitable des choses. Mais s'il en va autrement et que le M23 souhaite aller jusqu'à défier la communauté internationale, je pense que le M23 méritera la raclée qui va lui être infligée, puisque telle est la décision de la communauté internationale. Il doit être éradiqué. La sagesse serait qu'il s'auto-éradique avant d'attendre qu'on puisse l'éradiquer par la force. Le gouvernement de la République repart à Kampala sur un délai relativement bref. Nous repartons à Kampala dans l'espoir que le M23 aura compris ce que je viens de dire et pour lui faciliter cette démarche-là, parce que nous savons que ce n'est pas aussi facile. Il y a un problème d'amour-propre, il y a un problème des engagements qu'on a pris avec ceux qui n'ont que faire du bonheur du Congo, et donc là, il faut donner l'occasion aux gens de s'en sortir plus ou moins la tête haute. C'est l'occasion que nous voulons créer, parce que nous ne voulons plus voir couler du sang congolais. Est-ce que vous pensez, vous êtes convaincu qu'ils vont vous l'entendre de cette oreille? Eh bien, nous verrons. Nous ne pouvons pas savoir s'ils vont nous entendre ou ne vont pas nous entendre. Nous allons essayer de leur faire entendre raison. S'ils n'écoutent pas, on connaît les conséquences, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de résoudre le problème au mieux des intérêts de notre peuple. Donc, il y a des membres du M23 qui sont sous les coups des mandats d'arrêt, des démêlés avec la justice, non seulement congolaise, même internationale. Sur les registres de la justice, monsieur le porte-parole du gouvernement, la reprise à Kinshasa, à partir d'aujourd'hui, du procès Tchebeya, comment vous voyez les choses, la suite? D'abord, je vais répondre à la première partie de votre question concernant les membres du M23 qui ont maille à partir avec la justice nationale et internationale. Je voudrais leur dire qu'il est préférable d'être devant une cour de justice plutôt que d'être mort dans un front face à cette armada que les FARDC et la communauté internationale vont déployer au Nord Kivu. C'est le message qu'on peut leur apporter. Deuxièmement, concernant le procès Tchebeya, je pense que c'est le rythme de la justice dans tous les pays démocratiques. Il y a eu une suspension, maintenant les audiences vont reprendre, la justice va répondre à certaines questions qui ont été posées par les parties civiles, par ceux qui ont été condamnés par le premier juge, et donc nous attendons avec beaucoup d'intérêt voir la suite que les instances judiciaires vont réserver à ces questions qui leur ont été posées. Voilà ce qu'on peut répondre pour l'instant. Ça veut dire quoi? Qu'on efface tout, on recommence, ou on continue là où on a interrompu l'autre fois? C'est la justice. C'est à elle à vous répondre. C'est elle qui a suspendu. C'est elle qui a repris. Les mêmes éléments du dossier. D'habitude, la justice n'efface pas. Tant qu'il n'y a pas une décision coulée en forme de jugement définitif, les choses se poursuivent. Ça n'a pas été une rupture. Ça a été une suspension des audiences. Les audiences viennent de reprendre. Il faut les suivre, tout simplement. Et ne pas se substituer au juge, ne pas chercher à donner des injonctions au juge. Ça serait antidémocratique. Ça serait contraire à l'état de droit. Qui aurait intérêt, d'après vous, à se substituer au juge? Oh, beaucoup de gens, à commencer par certains journalistes. Suivez mon regard, regardez ce que Thierry Michel a fait. Il avait déjà prononcé des sentences. C'est pour cela qu'il a quelques problèmes avec notre gouvernement. Donc il ne faut pas qu'on se substitue au juge. Ni en Europe, ni ici, cela n'est acceptable. Personne ne peut se substituer au juge, sinon on viole un des fondamentaux de l'état de droit. Bon, il y a encore dans les chapitres toujours de la justice, l'annonce faite autour à nouveau de l'arrestation du député national déchu, Eugène Diomi Ndongala. Monsieur le ministre, vous confirmez ou infirmez cette information? Oui, je vous confirme que la justice s'est saisie du député Diomi Ndongala. Il lui a été retiré les immunités, mais je pense qu'il est toujours député. S'il y a condamnation, je pense qu'on verra bien. Et déchu de ce mandat. Il a été
il a été... il a perdu l'immunité. On a levé les immunités. Mais voilà. il est toujours député, mais on a levé les immunités. Donc il a été arrêté parce que la levée des immunités permet à la justice de se saisir de lui. Et donc maintenant, il va pouvoir être entendu à charge et à décharge. Il va donner ses arguments, ceux qui l'accusent vont donner les leurs, et on aura une décision de justice. Monsieur le ministre, Madame son épouse parlait plutôt d'enlèvement dans la nuit de lundi à mardi, vers 19h, plutôt 22h19, elle était précise en donnant l'heure, elle parlait plutôt d'enlèvement, plutôt que d'arrestation comme vous le dites vous. Je peux bien comprendre l'état d'esprit de Madame Diomi au moment où son époux est arrêté, au moment où des charges extrêmement honteuses pèsent sur lui et qui rejaillissent même sur la famille. Vous savez, un acte de pédophilie pour un père de famille, ce n'est pas une moindre chose. Mais il ne faut pas abuser des mots. Lorsque l'Assemblée nationale vote l'invalidation du député Diomi et lui retire les immunités, ce n'est pas pour qu'on puisse l'enlever. Il faut respecter nos institutions. C'est pour qu'on puisse le déférer devant la justice, et pour déférer quelqu'un, on l'arrête. Ça ne s'appelle pas enlèvement. Il faut respecter nos institutions. Je sais que Mme Diomi n'est pas congolaise, mais nous exigeons de tous ceux qui vivent au Congo de respecter les institutions du Congo. Il a été arrêté, il n'a pas été enlevé. Elle ajoute, ne pas savoir localiser son mari. Oh, elle va bien le localiser. Si c'est arrivé il y a quelques heures, on va bien lui dire, il a des avocats, et je ne pense pas qu'un interrogatoire se passe en dehors des avocats, et j'imagine qu'elle a les contacts avec les avocats de son mari, et qu'elle aura l'occasion de le voir bientôt, il ne faut rien exagérer. Est-ce que c'est juste de sa part, la part de Mme Diomi Ndongala, de dire sur la place publique que cette affaire, l'affaire de son mari, quand il a été libéré d'après elle, au mois d'octobre dernier, l'affaire avait déjà été classée sans suite par le parquet. Ça vous fait sourire, monsieur le ministre? C'est difficile de répondre à de telles allégations si elles ont été faites. On peut simplement avoir de la compréhension pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la procédure judiciaire. Comment un parquet qui a classé sans suite peut venir arrêter lorsqu'on classe sans suite, l'affaire disparaît? Comment on peut classer sans suite un dossier qui n'a jamais été ouvert, puisqu'avant d'ouvrir les poursuites, il fallait le vote du Parlement? Or, il a été soi-disant retrouvé après l'enlèvement qu'il a concocté lui-même, avant que le Parlement ne puisse siéger. Donc tout cela est complètement faux. Et le Parlement a siégé après que Diomi soit sorti de sa cachette, et le Parlement a trouvé qu'il y avait des éléments suffisants pour autoriser le parquet à pouvoir intenter des poursuites. C'est ce que le parquet vient de commencer, donc ne nous entremêlons pas les pinceaux. La poursuite a commencé. S'il n'a rien à se reprocher, je pense qu'il pourra se défendre, mais s'il a des choses à se reprocher, les victimes de cet acte qui le poursuivent ne sont pas moins congolais que lui. Ils ont aussi le droit à être protégés par la justice. Monsieur le ministre, toujours au chapitre de la justice, où en est-on avec cette affaire également qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'affaire des Katanga, vous l'avouiez il y a quelque temps à ces mêmes micros qu'on devait laisser le temps aux enquêtes qui ont été diligentées. Au jour d'aujourd'hui, depuis le 23 mars dernier, où en est-on? Eh bien, les 230 jeunes gens qui ont posé des actes délictueux et criminels à Lubumbashi sont devant la justice militaire, parce qu'ils étaient porteurs d'armes de guerre, et donc l'auditorat des forces armées est en train de les verbaliser, de les entendre. Nous verrons bien ce que ça va donner. Les autres qui sont des membres du personnel du gouvernement, qui n'ont pas brillé par leur célérité à gérer une telle situation, par un principe de précaution élémentaire qui aurait dû permettre de protéger la ville de Lubumbashi dès qu'ils ont été mis au courant de cette intention criminelle de la part de cette milice, ont été sanctionnés disciplinairement. Le
commandant de la région militaire du Katanga a été relevé de ses fonctions et rappelé à Kinshasa, immédiatement remplacé. Le commissaire provincial de la police du Katanga a été relevé de ses fonctions, remplacé. Le responsable de l'ANER Katanga a été relevé de ses fonctions, remplacé. Le responsable de la DGM Katanga a été relevé de ses fonctions et remplacé. Voilà des mesures que le gouvernement a prises et d'autres mesures continuent au fur et à mesure que nous découvrons l'étendue de la négligence des uns ou des actes criminels des autres. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ces signaux, on va dire, forts que donne le gouvernement en rapport avec toutes ces personnes qui en font les frais? Qu'il n'est plus permis aujourd'hui de faire preuve de complaisance. Toutes ces personnes n'ont pas été coupables, pour ainsi dire, de complicité avec les malfaiteurs, mais ils ont été négligents dans l'exercice de leurs fonctions, et ça, le gouvernement ne va plus le tolérer, et c'est donc un signal pour tous ceux qui exercent une responsabilité quelconque dans l'appareil d'État. Il faut travailler avec conscience, il faut prendre des précautions. Chaque fois que cela est nécessaire, il ne faut plus faire preuve de négligence devant les menaces d'atteinte à la sécurité. Monsieur le ministre, est-ce que d'autres têtes vont également tomber jusque dans l'appareil politico-administratif dans la province qui préfère? Mais tout dépend des résultats des enquêtes. Vous savez que les enquêtes sont en train de se dérouler. Il faut donner le temps à ceux qui ont été déployés de déposer leur rapport et que le gouvernement puisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, monsieur le ministre, il y a également la Commission électorale nationale indépendante qui vient de publier le calendrier de l'élection du nouveau gouverneur de la province l'Équateur, mais également de son adjoint. Comment le gouvernement a accueilli ces nouveaux calendriers? Nous n'avons pas à accueillir ou à pas accueillir. Il y a une disposition de la loi électorale, il y a des dispositions de la Constitution qui prévoient qu'après un certain nombre de jours après la libération du poste de chef de l'exécutif provincial, il est organisé une élection et la